Bon, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du coup d'eye tracking. Alors, en deux mots, vous voyez mon écran, hein? Oui, très bien. Ouais. Donc, Altix, en fait, on est une agence de conseil sur l'expérience utilisateur. On interroge, on observe des consommateurs, surtout des utilisateurs en tout cas, pour des marques, et on utilise certains outils, dont l'eye tracking. Et l'idée, c'est de vous partager quelques retours de pourquoi, comment et pourquoi les marques s'intéressent au mouvement des yeux de leurs utilisateurs. Rapidement, hein, alors l'eye tracking ou l'oculométrie, si on veut parler français, c'est une ensemble de techniques qui permettent d'enregistrer le mouvement des yeux sur n'importe quel, enfin, voilà, n'importe quel mouvement qui pourrait être réalisé. C'est fait via des petites caméras, souvent en lumière infrarouge, et qui suit le mouvement de la pupille qui est réalisé. Ça nous permet de savoir qu'est-ce que l'utilisateur voit et puis qu'est-ce qu'il ne voit pas, combien de temps il reste sur un élément, dans quel ordre il voit les choses, etc. Et du coup, ça permet d'avoir une précision sur la visibilité de différentes zones et sur la pertinence de leur emplacement sur un support ou sur n'importe quel élément. L'objectif, du coup, des marques qui souhaitent l'utiliser, en tout cas, un des objectifs principaux, c'est d'optimiser, de comprendre déjà comment l'utilisateur utilise le produit ou dans dans une certaine situation, et puis, selon cette connaissance, ensuite d'optimiser le produit, le service ou autre de la marque. Je vous montre quelques exemples, justement, et ce qu'on fait, nous, beaucoup, c'est surtout ce qui est digital, euh, d'avoir des outils d'eye tracking. Alors, juste, je remonte au-dessus, sur la droite, on voit les différents éléments. Alors, il y a d'autres éléments, mais on peut avoir des barres, par exemple, sous un écran, que ce soit un écran d'ordinateur, un écran de télé ou n'importe quel support qu'on pourrait avoir. Donc, c'est cette petite barre qui va justement comporter la caméra pour suivre le mouvement des yeux. On peut également utiliser des lunettes qui va nous permettre justement de nous déplacer ou d'être dans un environnement. Et donc, sur le même principe de suivre, on peut être également sur tout ce qui est mobile, d'avoir d'autres types de caméras qui vont suivre toujours le parcours des yeux. Donc sur tout ce qui est site internet, application mobile, borne digitale, jeux vidéo, on va pouvoir avec ces outils-là voir savoir qu'est-ce qui est vu, qu'est-ce qui n'est pas vu. Alors on a à gauche la carte de chaleur, donc plus c'est rouge, plus ça a été vu longtemps. Et puis au milieu le parcours visuel, donc ce que je vous disais, l'ordre dans lequel les choses sont vues, et puis tout à droite la carte d'occultation, donc c'est l'inverse de la carte de chaleur, c'est globalement qu'est-ce qui est vu et qu'est-ce qui n'est pas vu. L'objectif, clairement, c'est là aussi de voir qu'est-ce qui est vu, est-ce que les messages que je veux pousser sont vus, au bout de combien de temps c'est vu, et comment on peut améliorer les parcours, améliorer l'ergonomie, le design du site pour faciliter la compréhension, faciliter le parcours, la fluidité. On parle d'une borne, hein, ça peut être la borne SNCF. Comment je peux faire en sorte que, au lieu de passer 3 minutes à acheter un billet, je passe 2 minutes 30 et que j'ai moins l'impression de galérer ou de chercher où est-ce que je dois appuyer sur quel bouton, comment je fais pour chercher ma ville de destination, etc. Donc voilà, donc c'est des applications comme ça qu'on peut faire sur la partie digitale. Bien sûr, tout ce qui est communication également, tout ce qui peut être plaquettes commerciales, des affiches publicitaires, voire des vidéos également. Alors à droite, on avait fait pour Carrefour une petite publicité qu'ils avaient mis en place, et de voir un petit peu comment c'était perçu. Alors comment c'était vu et comment ensuite c'était perçu. Donc, on voit le mouvement des yeux sur ce type de vidéo-là, qui se déplace, et on voit qu'est-ce qui est vu ou qu'est-ce qui n'est pas vu et dans quel ordre les choses sont vues. Et juste une petite parenthèse, mais je reviendrai après dessus par la suite. On voit sur les petites affiches de gauche que tout a son importance forcément sur les visuels, que notre regard, notre cerveau
je vais pas vous l'apprendre, mais notre cerveau prend des décisions ultra rapides, a des habitudes, fait des raccourcis parfois, et en tout cas, tout ce qui est visage, par exemple, attire souvent notre regard. Donc là, on voit que le regard le visage de l'enfant est systématiquement bien regardé, et on peut même voir sur la même affiche un petit peu modifiée, où en fait on a juste changé la photo du bébé. On regarde sa tête, mais du coup on regarde beaucoup plus aussi où il regarde. C'est-à-dire que forcément, il y a des choses qui vont attirer l'œil selon les visuels. Donc là, où l'enfant regarde, eh ben, on va aller regarder aussi un petit peu plus que sur les éléments de gauche. Donc forcément, ça a un impact sur ce qui va être vu, sur voilà, ces visuels-là ont leur importance sur les éléments. Tout ce qui va être en magasin, hein, du coup, je vais relativement vite pour rattraper le retard, mais tout ce qui est en magasin, que ce soit des linéaires, alors là, on utilise du coup des lunettes, tout ce qui va être packaging, également des packaging, voilà, voir encore une fois qu'est-ce qui est retenu, hein, dans un linéaire ou sur un packaging, le regard s'attarde quand même très rapidement, ou s'attarde très peu sur les éléments, donc il faut être suffisamment percutant pour être vu et pour donner envie d'en savoir plus ou d'être mis dans le caddie ou non. Tout ce qui est vitrine également, c'est la même chose. Donc, on peut faire, alors soit en magasin ou soit en laboratoire, où on peut remettre en place des linéaires où on va essayer avec différents merchandising de si je mets les produits à tel endroit, est-ce que c'est plus vu? Si je le déplace, si le packaging est d'une autre couleur, si la photo est différente, quel est l'impact que tout ça peut avoir sur le parcours, où on a énormément d'informations et que forcément, il faut que le moindre changement peut avoir son importance. Alors, juste pour expliquer aussi un peu le fonctionnement, hein, on est sur des personnes qui, de par le matériel, demandent d'être entre guillemets des volontaires, des personnes qu'on recrute, qui acceptent de faire l'étude. On prépare tout un protocole de test de ce qu'on leur fait faire, et éventuellement ensuite toute la partie un peu entretien, d'échange qu'on pourrait avoir. Et puis ensuite, c'est la partie analyse de la data, des éléments et tout ce qui s'est dit aux alentours. Tout ce qui peut être également pour les industriels, tout ce qui va être lié à l'usage, c'est-à-dire que dans un véhicule, quand je conduis, quel est l'impact que je peux avoir sur si on veut améliorer un tableau de bord, si on veut savoir comment ça va être perçu le tableau de bord, comment je conduis quand je suis au téléphone. Voilà, c'est des choses qu'on peut aussi analyser avec l'eye tracking dans des conditions comme ça d'usage d'un produit, d'un service, ou pour tout ce qui est dans l'industrie, également de la productivité, c'est-à-dire que si je modifie mes emplacements de machines, si je change l'ergonomie de mes boutons, etc., est-ce que je vais gagner un peu en productivité? Est-ce que je vais gagner en sécurité? Également, est-ce que les éléments dangereux vont être vus très rapidement? C'est un peu le gros bouton rouge, hein, sur les machines industrielles. Est-ce qu'il faut, ici, en cas de souci, il faut que je puisse arrêter la machine très vite? Il faut être sûr que mes produits ou mes éléments comme ça d'alerte ou de sécurité soient vus tout de suite et puissent pour être le plus efficace possible, quoi. Et du coup, juste pour faire un petit parallèle avec la photo tout à l'heure du bébé, sur la photo du milieu, il y a de grandes chances que si on avait fait de l'eye tracking, on ait tous regardé le visage du monsieur et qu'on ait regardé en plus ce qu'il regarde et ce qu'il montre en plus dessus. Donc c'est voilà, c'est ces éléments-là qui vont impacter. Et puis juste une toute petite parenthèse également, on avait fait une petite étude pour voir un peu ce que ça donnait avec des éléments un peu d'EEG, de casque pour les simuli du cerveau, avec quelques capteurs également sensoriels, en plus de l'eye tracking. Donc l'idée, c'était de tester ces éléments. Alors, on l'a fait en étude, on va dire, interne, puisque tout ce qui est études neuromarketing via le cerveau, etc., en France, c'est très encadré dans le cadre d'une étude marketing.
c'est pas la même chose que si c'était une recherche scientifique, médicale ou autre. Donc pour tout ce qui est marketing, en effet, décortiquer le cerveau en France, c'est très contrôlé. Mais on l'avait fait comme ça, nous, de notre côté, pour voir un peu ce que ça donnait sur un site internet lié à l'eye tracking, pour voir ce que les gens voyaient et pour voir s'il y avait quel stimuli ça pouvait entraîner sur le cerveau avec toutes les techniques neuromarketing qu'on peut connaître des styles d'Amazon, de Booking, tous ceux qui aiment bien, pour stimuler les ventes, mettre des ventes privées qui se terminent dans 5 minutes, sur lequel il y a déjà 50 personnes qui regardent en même temps que vous la fiche produit et qu'il reste que 3 produits en stock, et que si vous voulez être livré avant demain midi, il faut passer la commande dans les 6 prochaines minutes. Voilà, toutes ces techniques un petit peu qui peuvent être utilisées, de voir si ça avait un impact comme ça, si on arrivait à le capter. Bon, sur nos études et sur les outils qu'on a fait, il n'y avait pas suffisamment d'éléments. Pour l'instant, ça fonctionne sur des éléments avec beaucoup plus d'impact sur tout ce qui est vidéo, sur tout ce qui est bande-annonce, où il y a un peu de plus de peur, de rire, de choses comme ça, où il y a un peu plus de sensations fortes, on va dire, que uniquement en regardant un site internet. Donc on n'a pas réussi à capter exactement ce qu'on voulait, mais c'est des choses voilà, qui sont complémentaires à l'eye tracking, potentiellement pour analyser ces éléments-là. Alors, pareil, hein, je vais vite, mais du coup, quelques éléments comme ça qu'on retrouve sur des études eye tracking. Alors, principalement, là, j'ai repris quelques retours d'expérience, surtout liés au digital, mais pas que. La première impression, comme vous le savez, elle est instantanée. C'est-à-dire que c'est en quelques dixièmes de seconde. Par exemple, que si on voit un visage, on est capable de dire, alors de manière, en tout cas, on est capable de dire si la personne nous semble attirante et si la personne nous semble fiable. Et juste si on rajoute quelques dixièmes de seconde de plus en voyant cette photo, on va garder toujours la même idée qu'on s'est faite. C'est juste on aura l'impression d'être plus sûr de nous sur les éléments. Et c'est la même chose du coup sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que si je regarde une enseigne, une vitrine de magasin, si je regarde un site internet, en moins d'une seconde, le cerveau s'est fait une idée de est-ce que ça me semble fiable, est-ce que ça va me donner envie, etc. Et c'est ces éléments-là aussi qu'il faut arriver aussi à travailler pour améliorer. Dans le digital, les utilisateurs ne lisent pas. C'est pas comme un livre ou quelque chose comme du papier. Globalement, on scanne les pages très rapidement. Et ensuite, si des choses nous intéressent et si ça semble correspondre à ce qu'on recherchait, à ce moment-là, on va plus ou moins se renseigner, lire certains éléments, mais globalement, c'est très très rapide et on reste pour beaucoup quelques secondes sur une page pour savoir si c'est si ce qu'il y a là va nous intéresser ou non. Et puis sinon, on change de site, on change de page, mais c'est très rapide. Donc ça aussi, c'est pour ça qu'on a besoin, avec l'eye tracking, de voir qu'est-ce que en 5 secondes, qu'est-ce qui a été vu? Et est-ce que c'est les éléments qu'on veut mettre en avant? En 15 secondes, quels sont les autres éléments qui ont été vus, etc. Et on peut comme ça découper des séquences pour hiérarchiser l'information et hiérarchiser le contenu d'un site. On est attiré par les visuels et en particulier par les visages. Alors même si pour pas faire c'est dans beaucoup de cas, on peut pas en faire une certitude absolue, mais dans beaucoup de cas, en tout cas, les visages et les êtres humains attirent notre attention. Et puis sur le digital, on a mis encore une fois le cerveau a mis en place quelque chose qu'on constate souvent avec l'eye tracking, c'est ce qu'on appelle le banner blindness, c'est-à-dire qu'on exclut, que le cerveau exclut ce qui lui semble être une publicité parce que c'est de la perte de temps, c'est de l'information supplémentaire qu'il ne souhaite pas. Donc, on voit sur la droite, par exemple, sur le site Chanel, il y a une partie à droite qui est exclue du regard des utilisateurs parce que ça lui semble être une publicité et que ça l'intéresse pas. Et du coup, sur certains sites, alors certains sites, c'est vrai, il y a des publicités qui sont, entre guillemets, qui ne sont pas vues. C'est souvent aussi ce qu'on a tout à droite ou tout à gauche d'un site, ce qu'on appelle un fond de site. C'est des choses qui sont assez peu vues, du coup. Et parfois, on a un effet inverse, c'est-à-dire qu'on a des choses qu'on veut mettre en avant, qui sont pas des publicités, mais que le cerveau pense être une publicité, et du coup qui exclut également certains éléments qu'on voudrait pourtant mettre en avant.
Et puis forcément, l'ergonomie, le design va guider, l'attention et les différents éléments. Alors moi, j'ai des choses qui perturbent peut-être tout l'écran, mais globalement, selon comment on va mettre les choses en place, eh ben, ça va attirer le regard ou non. Donc forcément, si on veut un site qui informe sur des produits, sur un service, etc., eh ben, la personne va avoir le sentiment de chercher une information ou non, ou au contraire de trouver les informations très rapidement selon comment on va aménager l'information. C'est la même chose pour des plaquettes publicitaires, c'est la même chose pour la publicité, etc. Donc forcément, tout ça, ça a un impact pour les marques, que ce soit pour une notice, que ce soit pour... Enfin là aussi, hein, je parlais tout à l'heure de quand on conduit une voiture, il faut que les informations soient vues, soient comprises instantanément, et pas passer trop de temps à chercher des choses sur le tableau de bord ou autre. Donc voilà, même s'il y a une part d'apprentissage, on peut faciliter ces éléments-là, et c'est ce qui intéresse les marques par rapport à ça. Quelques petits retours quand même, quelques petites attentions sur l'eye tracking. Le premier, c'est qu'il faut faire aussi attention quand même à ne pas faire de conclusions hâtives. C'est-à-dire que les marques, quand ils font ce genre d'études, c'est pour valider ou optimiser un contenu ou un linéaire ou un packaging, etc. Et du coup, ils veulent un résultat assez rapide. C'est-à-dire qu'ils ne nous laissent pas, hélas, un an pour faire des études complètes, etc., des recherches, etc. C'est quelques semaines ou quelques mois, parfois pour les plus longues, sur lesquelles on va faire. Mais il faut faire attention, voilà, l'eye tracking, ça ne dit pas tout. C'est-à-dire que il faut aussi un retour qualitatif sur ces éléments-là. Si je regarde un texte longtemps, est-ce que c'est parce que je le comprends ou que je ne comprends pas? Ou est-ce que c'est parce que je le comprends pas? Est-ce qu'il m'intéresse beaucoup? Enfin, on a besoin aussi d'avoir ces retours-là. Et encore une fois, c'est pas non plus parce que je l'ai vu que ça va me donner envie ou que ça va m'intéresser. Donc forcément, il faut le compléter avec d'autres choses que uniquement de l'analyse data de ce qui a été vu ou non. Et puis, un autre point dessus, c'est qu'il faut essayer justement de mettre dans des conditions, je vous disais, on est encore sur des outils qui sont qui se voient, et il faut arriver à créer quelque chose de plus réel possible pour ne pas biaiser l'étude. C'est-à-dire que il faut par exemple laisser vraiment la personne libre et faire ce qu'elle a à faire. C'est-à-dire que si je la mets devant un linéaire de produits, il faut la laisser comme si la laisser faire ses courses d'ailleurs, normalement, sans être à côté d'elle, sans l'interrompre, sans lui poser trop de questions, sans faire des choses qui changeraient sa manière de se comporter. Et puis, c'est après le parcours ou autre qu'on peut à ce moment-là échanger, avoir un entretien pour qu'elle nous explique ce qu'elle a pensé à tel moment, ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait de telle manière, etc. Mais voilà, il y a ces conditions-là. Ce qu'il faut savoir, et ça commence quand même un petit peu à venir, c'est que moi je vous parle des outils qui vraiment sont performants et qui fonctionnent actuellement. L'objectif de beaucoup de fabricants d'eye tracking, c'est d'être via les webcams ou via la caméra de son téléphone, c'est-à-dire de pouvoir, entre guillemets, avoir des études quanti de tous ceux qui vont sur un site internet de manière anonyme, mais de pouvoir arriver à capter le regard des yeux et de manière totalement sans qu'il y ait dans de conditions les plus réelles possibles sur téléphone, sur ordinateur ou autre, via les webcams. Pour l'instant, ça commence vraiment, mais c'est pas encore d'une précision implacable. Voilà. J'ai essayé de faire très vite. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques ou autres par rapport à tout ça. Je ne vois plus le chat. En tout cas, merci. C'était vraiment intéressant. Je pense qu'il y avait plein de liens avec les choses qu'on a vues avant, même si ce n'était pas des liens formels. Mais je pense qu'il y a beaucoup de résonance par rapport à ce qu'on a entendu avant.